on a fait le pari que ce serait Macron qui gagnerait, sinon on aurait changé de débat en cours de route. Au-delà de la blague, plus sérieusement, je le disais tout à l'heure dans le débat précédent, voilà, quand Emmanuel Macron a annoncé sa candidature, je n'ai plus la date en tête, ces annonces, c'était, voilà, on était encore dans un contexte où la guerre en Ukraine pesait fortement sur la présidentielle dans l'idée de reconduction du chef de l'État pour de la stabilité, et du coup il s'est permis de faire des annonces sur un modèle très offensif d'un point de vue économique, en tapant très dur sur ses objectifs. Et c'est là qu'il a annoncé, réaffirmé, même si on sait depuis très longtemps son intention de réformer les retraites et de basculer de la retraite à points qui a été un échec pour le gouvernement en 2019-2020 à ce qui s'appelait une réforme paramétrique, mais on y reviendra, donc avec un recul de l'âge de départ à la retraite. Donc il a avancé sur ce terrain-là, il a avancé sur un terrain où on ne l'attendait pas forcément, qui était de conditionner le RSA à une activité, et il s'est permis toute une série d'annonces très très dures sur le terrain social, avant de rétropédaler un peu dans l'entre-deux tours sur un certain nombre de sujets, et rétropédaler est un peu excessif comme terme, je dirais de vaguement atténuer le temps de l'attente du second tour sur un certain nombre de sujets. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a pointé un certain nombre de sujets sur lesquels évidemment on va avancer avec des présupposés, puisque le nouveau gouvernement n'est toujours pas nommé. L'agenda d'un certain nombre de réformes annoncées dans le programme de Macron ne sont pas fixés, et les contours d'un certain nombre de choses annoncées dans la campagne n'ont pas été définis. Donc on a trois personnes qui vont décliner trois thématiques qui vont faire partie des prochains mois, à savoir la retraite. Donc Ludovic, qui est responsable CGT des organismes sociaux, responsable régional, va nous faire un peu un topo sur les retraites et puis plus largement sur la protection sociale. Ensuite, Marc, qui est enseignant à l'université et militant à Sud Éducation, nous fera un petit peu un panorama des différentes choses auxquelles on peut s'attendre dans le champ de l'éducation, je dirais, de l'école à l'université, puisque le spectre est assez large, et beaucoup d'annonces ont été faites, et beaucoup de choses aussi ont été faites au cours des 5 dernières années, on y reviendra peut-être. Et puis le dernier champ, donc Cécile Hautefeuille, qui est journaliste à Mediapart, qui est spécialiste du chômage, je crois qu'on peut le dire, nous fera un peu un topo évidemment sur l'assurance chômage, puisque le gouvernement a laissé entendre qu'il y aura un round 2 spécifique sur l'assurance chômage, mais également aussi un point sur ce truc qui sort de nulle part, mais pas complètement de nulle part, puisqu'il y avait déjà eu des expérimentations à un certain nombre d'endroits et des départements où cette question-là était déjà dans les bacs. Donc cette histoire de RSA conditionné à une activité. Donc ce sera et puis également ce truc qui est pour le coup lui sorti de nulle part, puisque même à Pôle emploi ou à l'UNEDIC ou je ne sais où, personne n'en avait entendu parler, qui est de transformer Pôle emploi en France Travail. Voilà, je pense que ce sera l'occasion de faire aussi un point là-dessus. Donc du coup, si Ludo tu veux bien voilà, un peu nous dire sur les retraites, à quoi on peut s'attendre et qu'est-ce qu'on sait déjà. Donc on nous dit que c'est que ça dans l'ordre des choses parce qu'on vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps. À l'inverse, c'est justement parce qu'on a un système de protection sociale de qualité depuis de très nombreuses années que l'on vit plus longtemps. Donc moi là-dessus, j'ai quand même un petit peu préparé mon sujet, et je suis allé voir l'INSEE, notamment, les sources c'est l'INSEE. C'est vrai qu'en moyenne, on vit plus longtemps. Maintenant, quand on rentre dans le détail, ce n'est pas la même pour tout le monde. C'est-à-dire que si on prend les 10% les personnes les plus pauvres, il faut savoir qu'un tiers meurt avant 67 ans. Si on prend les 20-30%, on est sur un quart. À l'inverse, évidemment, si on prend les 10% les personnes les plus riches, ils sont plus de 65% à vivre plus de 67 ans. Donc il est clair qu'au regard du travail, des conditions de travail et des retraites, on n'est pas égaux. Donc ça déjà il faut le savoir. C'est-à-dire que si on met en place aujourd'hui des retraites, s'il faut travailler jusqu'à 67 ans, on va condamner les plus pauvres à mourir au travail. Source INSEE. Nous on le disait aussi depuis longtemps, mais autant s'appuyer, parce qu'on a toujours tendance à être très décrié. Donc il nous faut apporter des faits. Ça, là, c'est l'INSEE. Sur les plus riches,
il arrive à plus de 60% à 85 ans. Ça, il faut le savoir. Donc, reculer l'âge, c'est les condamner. Et par rapport au financement, puisque vous annoncerez un manque à gagner de 10 milliards, manque de chance pour ce pauvre Macron, mais comme il a les médias avec lui, hein, c'est l'objet un peu du débat au début, mais dès le lendemain du premier tour de la présidentielle, le COR, le Conseil d'orientation des retraites, a sorti son rapport. Et là, manque de chance, il dit clairement qu'il n'y a pas de problème de financement dans notre système de retraite. Il va être les dépenses de santé vont être en légère augmentation jusqu'en 2035, 0,8% en moyenne. Et à partir de 2035, le régime va être excédentaire jusqu'en 2070, à cause de la pyramide des âges. Donc il n'y a pas de problème de financement sur le régime des retraites. Et je vais y revenir après sur le financement, parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Donc, il n'y a pas de problème de financement. Et par contre, si on fait ça, eh on va condamner des centaines de milliers de salariés à ne pas connaître la retraite. Et je pense que dans le débat de ce qu'il faut réaliser, parce qu'on nous aborde toujours ça sur le prisme de l'âge ou du financement, il faut se remémorer qu'est-ce que c'est que les retraites. C'est quoi notre système de protection sociale? D'où ça vient? Au sortir de la guerre, on est en 1945, on a le Conseil national de la résistance, j'ouvre une petite parenthèse par rapport au sujet des médias, Conseil national de la résistance, une vingtaine de jeunes, je vous fais court, une vingtaine de jeunes venant de tout milieu de la résistance, hein, il y a des communistes, des crétins, des gaullistes, ils ont une vingtaine d'années, on est en 1943, au plus fort de l'occupation nazie, ils se rassemblent et ils mettent en place, ils rédigent un programme pour reconstruire le pays, alors qu'il n'y a pas encore l'ombre de la libération. Hein. On a appelé ça le programme du Conseil national de la résistance. Et De Gaulle, dans son gouvernement de coalition, est obligé de mettre en pratique ce programme et de prendre les forces les plus importantes du pays. Alors, je ne fais pas de politique, mais le rapport de force, c'était quoi à l'époque? Il y avait 30% au Parti communiste, il y avait 4 millions d'adhérents à la CGT, et surtout la résistance de tout milieu, je dis bien de tout milieu, était encore dans la rue avec les armes. Il faut se remettre un peu le contexte. Et donc, on a un ministre du Travail, à qui je suis, c'est un personnage auquel je suis très attaché, évidemment, Ambroise Croizat, ministre du Travail, ministre communiste, ancien secrétaire général de la CGT, Fédération CGT Métallurgie, qui est chargé de mettre en place ce programme du Conseil de la Résistance. Pour vous donner un peu l'idée de ce qu'on peut faire en termes de politique quand on a envie, en 2 ans, dans un pays en ruine, il crée la sécurité sociale, il crée notre système de retraite, il crée les conventions collectives, les comités d'entreprise, la médecine du travail, tout ça en 2 ans. En 9 mois, on verse les premières allocations familiales. Le pays est en ruine, on doit des centaines de millions de francs en dette publique. Les impôts à l'époque ne couvrent que 30% des dépenses courantes de l'État. Et aujourd'hui, on ne serait pas capable de financer des retraites, de la sécurité sociale. L'origine, l'esprit de la sécurité sociale, ça a été quoi? Et c'est toujours quoi aujourd'hui? Et ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. C'est cotise en fonction de tes moyens et reçois en fonction de tes besoins. C'est de la solidarité pure. Notre système de retraite, quand ils l'ont mis en place, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Ils ont dit c'est pour faire en sorte que les retraites ne soient plus l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Ça, il faut se le remémorer parce qu'on n'en parle pas assez. Ça, c'est important. Et la protection sociale, telle qu'elle a été mise en place, elle a été mise en place pour, comme il l'appelait à l'époque, mettre fin à la peur du lendemain. La maladie, la vieillesse, la perte d'emploi, l'invalidité, la maternité. Quand tout ça vous tombez sur la figure, vous n'aviez plus rien. C'est ça qu'ils vont attaquer, au-delà des retraites. C'est ça qu'ils ont, parce que c'est l'idéologie patronale. Il faut savoir qu'on a conscience que dans la tête, on se dit, bah, après la guerre, on a mis en place tout ça. Ouais, non, mais le patronat, il s'est battu. Hein. Il a fallu des semaines de débat au Parlement pour le faire passer, malgré le contexte, malgré aussi que le patronat est mouillé dans la collaboration. Vous avez tous entendu parler de Renault qui a été nationalisé, mais Renault, c'est l'arbre qui cache la forêt. Au sortir de la guerre, dans les tribunaux de la résistance, il y a à peu près 5000 patrons qui sont passés devant les tribunaux, qui ont été jugés pour collaboration. Ils ont fait des peines de prison allant de quelques mois à quelques années, la moitié se sont barrés hors de France, évidemment. Les autres ont fait leur peine. Ceux qui ont fait leur peine quand ils sont sortis de prison, ils ont repris leur place dans les banques, dans les industries. Je vous le fais court, 51 de Gaulle arrive, il fait une loi d'amnistie sur l'esprit, on tourne la page, on redémarre, ils reviennent et ils reprennent leur place. Et ils forment des cercles de réflexion, où ils débattent idéologiquement.
Et ces cercles de réflexion, petit à petit, se fusionnent et créent le CNPF, l'ancêtre du MEDEF. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, l'idéologie patronale résulte de patrons dont certains sont encore en vie, qui ont collaboré à l'époque. Là, je vous invite à lire un livre, si vous ne connaissez pas, qui s'appelle « L'histoire secrète du patronat de 1945 jusqu'à nos jours ». Je vous ai raconté que la partie immergée. D'ailleurs, il y a quelques années seulement, Denis Kessler, le numéro 2 du MEDEF, a déclaré très clairement, notre programme, il est simple, aux universités d'été du MEDEF, il déclare clairement, notre programme, il est simple, détricoter morceau par morceau le programme du Conseil national de la résistance. On a créé aussi toute la législation sur les heures supplémentaires, donc ça, Sarkozy s'en est occupé. Les comités d'entreprise, c'est Macron qui s'en est occupé, avec le CSE, ceux qui sont dans le privé, savent de quoi je veux parler. Hein, disparition des CHSCT, il n'y a plus de délégués du personnel, moins d'élus, moins d'heures. Un patron n'aurait jamais accepté ça pour faire tourner la boutique. Hein. Et c'est ce qui a été imposé aux syndicats et donc aux salariés et au monde du travail. Donc on crée la sécurité sociale basée sur un double financement. Financement venant des salariés et financement venant des patrons. Les salariés créent la richesse. Là-dessus, ils touchent un salaire. Ce salaire est décomposé en brut et en net. On a tendance à dire que le net, c'est pour le quotidien du mois, et le brut, c'est pour la vie. C'est pour être couvert contre les risques de la vie. Donc vous avez tous entendu, je suppose, dans le cadre de ces présidentielles, certains candidats, je ne les citerai pas, je les porte beaucoup dans mon cœur, qui prônaient comme bonne solution, comme augmentation des salaires et du pouvoir d'achat, la baisse des cotisations sociales. Le monde ouvrier qui vote pour ça, mais c'est une tromperie sans nom. Si on baisse les cotisations, on va baisser les prestations. Donc le salarié crée des richesses, il touche un salaire. Et sur le reste de la richesse qui est créée, le patronat est obligé de lui aussi cotiser. On appelle ça des cotisations dites patronales. Mais en fait, elles appartiennent aussi aux salariés. Or, qu'est-ce qu'on entend depuis des années dans les médias? Les patrons qui hurlent à la mort en disant « on paie trop de charges ». Alors nous tous, si on a un grand combat à mener, ce combat des mots, parce que je suis très attaché, hein, ce ne sont pas des charges. Ce sont des cotisations. Parce que qui dit cotisation dit prestation. Et ce n'est pas la même. Donc ça déjà c'est un combat à mener. Et moi c'est une question que j'aimerais voir dans les médias, dans les grands médias, parce que je sais que si c'était Stéphane qui était en face, il le poserait de suite. Mais vous parlez, vous dites que vous payez trop de charges, mais prouvez-le. Jamais personne ne pose la question. Alors moi, au-delà de mon activité CGT, je suis un ancien contrôleur à l'URSSAF. L'URSSAF qui est la branche recouvrement de la sécurité sociale. Donc je suis bien placé pour en parler. Donc il faut savoir qu'un patron, il déclare, il envoie son bordereau avec le nombre de salariés, la masse salariale, il calcule, hop, ça fait tant, il paye, c'est bon, il est à jour. Et vous avez la branche recouvrement de la Sécu au niveau national qui vous affiche un taux de recouvrement à 98%. Très bien, parfait, c'est déclaratif. Sauf qu'on contrôle. Et il s'avère qu'en 2014, la Cour des comptes a sorti un rapport, justement là-dessus. Que dit ce rapport? Seulement 11,65% des entreprises sont contrôlées en France par l'URSSAF. 11,65%. Ça fait un contrôle en moyenne une fois tous les 10 ans. La prescription, c'est 3 ans. Déjà, il y a un problème. Donc, que dit, je vous fais court, que dit le résultat de cette étude? 65% des patrons sont en fraude envers la sécurité sociale, manque à gagner entre 20 et 30 milliards. Voilà. Donc là, déjà, hein, on le rapporte déjà aux 10 milliards qui manqueraient, soi-disant, mais dont on sait qu'il ne manque pas, 20 et 30 milliards. Et là-dessus, on ne fait rien. Ça, pour vous faire des reportages à la télé le soir, pour montrer la fraude des assurés sociaux à la Sécu qui représenterait 600 millions, ce qui est vrai, ça, on vous le met. Donc, il y a 600 millions d'un côté et entre 20 et 30 milliards de l'autre. Et c'était en 2014. Hein. Le problème dans notre pays, ce n'est pas un problème de dépenses sur la protection sociale, sur les retraites, c'est un problème de recettes. Ça fait une trentaine d'années qu'on exonère toujours plus le patronat de ce type de cotisation. Il y a eu, auparavant, il y a une vingtaine d'années, les premières exonérations premiers salariés, pour les embauches de premiers salariés. Après, on a eu la période formidable de la mise en place des 35 heures. Parce qu'il faut savoir encore qu'aujourd'hui, on paye le patronat pour appliquer 35 heures. Je ne sais pas si vous le savez, mais oui, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a eu des exonérations de cotisation sur les 35 heures. Loi Aubry 1, la première, qui imposait au patron pour toucher cette exonération d'embaucher 10% de personnel en plus. Ce qui est logique. On réduit le temps de travail, s'il faut faire le même boulot, forcément il faut embaucher. Le patronat a tellement pleuré, je ne sais pas si vous vous souvenez, Antoine Sélière, là, celui qui a été condamné la semaine dernière pour fraude fiscale, hein,
qui hurlaient à la mort en disant c'est une aberration. Vous reprenez les journaux de l'époque, très rapidement on l'a plus entendu, parce qu'ils ont calculé ce qu'ils allaient gagner en cotisation en moins. Donc ils ont pleuré, ils ont fait du lobbying, et un an et demi après, la loi Aubry 1, la loi Aubry 2 est sortie, et dans la loi Aubry 2, oh surprise, il n'y a plus l'obligation d'embaucher du personnel. Donc là, s'il y avait un beau travail de recherche à faire aujourd'hui, vous prenez tous les hôpitaux, et vous regardez quand est-ce qu'ils sont passés aux 35 heures. C'est une des causes du manque de personnel. Vous voyez ? Donc le père Fillon arrive, il fusionne tout ça dans une exonération qui s'appelle l'exonération Fillon. Et comme ils nous ont mis en place il y a quelques années le CICE, ça vous parle le CICE je pense, hein, exonération fiscale, comme ça se voyait trop, il a fallu le faire disparaître en termes de visibilité, on l'a transformé en exonération sociale. Et on l'a fusionné, donc aujourd'hui vous avez l'exonération générale de cotisation patronale, avec le CICE dedans. CICE dont on sait que depuis que c'est mis en place, en Europe, c'est en France qu'on verse le plus de dividendes. Et nous on le dit, mais j'aime citer des sources qui sont indiscutables, donc je vais citer l'indice Janus-Henderson, si vous savez ce que c'est que l'indice Janus-Henderson, c'est un cabinet comptable aux États-Unis payé par les plus grands fonds américains qui a pour objectif, et qui travaille pour eux, d'analyser le résultat comptable des 2400 plus grosses entreprises cotées au CAC 40. Et eux-mêmes disent que depuis la mise en place du CICE, en Europe, c'est en France qu'on verse le plus de dividendes. Bon, c'est clair. Donc, de l'argent, il y en a. Il y en a. On s'appuie aussi, on travaille à la CGT avec un groupe qui s'appelle les économistes atterrés, qui ont fait un formidable travail, un rapport de 2 ans, pour analyser toutes les exonérations sociales, fiscales, tout ce que le patronat peut gratter. On est, par an, entre 150 milliards et 200 milliards donnés, alors quand je dis patronat, je ne parle pas des petits patrons, hein, je parle des gros, les 200 familles les plus riches de France. L'État leur donne, sans contrepartie, entre 150 et 200 milliards par an. De 2009 à 2020, c'est 2400 milliards qui ont été donnés au grand patronat pour créer de l'emploi qu'il ne crée pas. L'équivalent d'une année de PIB. C'est ça la réflexion qu'il nous faut avoir. C'est ça qu'il faut réussir à diffuser dans la tête de la population. Et on ne pourrait pas financer, allez, admettons que même les 10 milliards de retraite soient vrais, on ne pourrait pas les financer. On ne peut pas financer une sécu à 100%. On ne peut pas financer des vrais moyens pour l'éducation, le collègue en parlera, pour les hôpitaux, pour la santé. On ne peut pas avoir de vrais salaires pour vivre dignement. C'est ça qu'il faut réussir à réfléchir et à mettre en perspective et mettre en débat. Parce que c'est ça la réalité de notre pays. Ils se gavent et leur objectif de réduire la dépense publique, de réduire les frais de santé, de réduire les frais au niveau des retraites, n'a qu'un seul but, de continuer à se gaver, parce que je ne vous parle pas du Covid. Hein. Là, c'est hors tout ce qui a été sorti pour le Covid. Hein, suivez un peu l'information, ils commencent un petit peu à en parler, parce qu'il faut qu'ils remboursent les prêts garantis par l'État. Actuellement, il y a beaucoup de restaurateurs, j'entendais là, ils pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des salariés. Bon, on en parlera peut-être dans le débat. Mais bon, quand même, pendant toute la période, c'est l'État qui a payé, à la place du patronat, 75% des salaires des salariés. C'est bien, ça a permis aux salariés de ne pas se retrouver dehors. On est clair. Mais 75%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la période, il n'y a eu aucune cotisation pour la sécurité sociale. Donc pour notre système de santé. Donc pour les hôpitaux. Alors qu'on était dans une période de crise sanitaire majeure. Donc il y a des choix politiques qui ont été faits. Qui va rembourser? Parce que là, c'est avec nos impôts que ça a été pris. Bon, tout ça, il faut le mettre en perspective, parce que ces questions-là, si on aborde uniquement sur l'âge, ou 64, 65, durée d'annuité, ils nous enferment dans un sillon idéologique dans lequel il veut qu'on reste. À aucun moment on ne parle de tout ça. Donc voilà, moi je ne vais pas faire plus long par rapport à tout ça. Je pense qu'il est indispensable de poser ce débat. Alors, comme je dis, hein, je ne suis pas... On n'est pas là pour convaincre, hein, on est là pour débattre. Convaincre, j'aime pas ce terme. Convaincre, c'est vaincre un con. Alors, vous êtes d'accord avec moi, ça peut arriver, des fois on a tous côtoyé que voilà, le terme s'employait, mais c'est pas, je préfère dire donner à réfléchir. Donner à réfléchir, parce qu'on n'aborde pas suffisamment le prisme des questions de retraite, de protection sociale, sur d'où ça vient, comment ça a été construit, comment ça a été bâti, et où ils veulent nous amener. Le patronat n'a jamais accepté. Jamais accepté. Il faut savoir que
sur la sécurité sociale, jusqu'en 1967, la population votait pour élire les gestionnaires de caisses de sécurité sociale. Ils ont été dépossédés d'un pouvoir, c'est le monde ouvrier qui a pris la main lors de la mise en place de la sécurité sociale. Le budget qui leur échappe, on est sur du 600-700 milliards. C'est ça qu'ils veulent récupérer. Imaginez un peu, un instant, que Macron, que d'autres disent, allez, pour augmenter le pouvoir d'achat, on supprime les cotisations sociales. Donc plus de sécurité sociale, mais vous inquiétez pas, ça va être la liberté. Vous allez adhérer, vous prendre des mutuelles privées. Vous inquiétez pas, elles sont prêtes, hein, les contrats sont prêts, vous allez cotiser au privé. Déjà et d'une. S'il y en a qui pensent que le privé va vous couvrir comme le fait la Sécu, c'est mort. Eux, ils sont dans une optique de profit. Aujourd'hui, si vous êtes atteint d'un cancer, la première question que vous vous posez, c'est est-ce que je vais m'en sortir? S'il n'y a plus de sécurité sociale, la première question, ça ne va pas être celle-là. La première question, c'est est-ce que je cotise à une suffisamment bonne mutuelle pour rentrer à l'hôpital? Et en deuxième lieu, vous allez vous poser la question, est-ce que je vais m'en sortir? Et imaginons que dans notre pays, tous les salariés touchent leur brut. On supprime la Sécu, sous prétexte qu'après, chacun sera libre d'aller adhérer à une mutuelle privée et de se soigner. Vous croyez que les patrons du textile, de l'alimentaire, de l'énergie, des services vont rester le doigt sur la couture en se disant non, non, il ne faut pas, c'est pour qu'ils se soignent. Ils vont vouloir aller chercher ce pognon-là. Et tout va augmenter. Tout va augmenter. Donc c'est ça la vraie question. On est à la croisée des chemins dans l'histoire où le patronat ne s'est jamais senti aussi fort pour revenir sur ces questions. C'est ça le débat qu'on doit avoir, c'est ça qu'on doit se confronter avec le plus possible. Alors nous, on le fait en interne vis-à-vis des salariés, on essaie de convaincre là-dessus, mais ce message-là, il est super important. Les retraites, c'est qu'une partie. Eux, ils veulent abattre notre modèle de protection sociale. Voilà. Et je terminerai à ce sujet-là pour rendre un petit hommage, puisqu'on est sur une journée de lutte et de commémoration, à quelqu'un qui a œuvré toute sa vie, un historien qui est disparu tragiquement l'année dernière, brutalement, trop rapidement, à savoir Michel Étiévant, certains peut-être le connaissent, ceux qui ont vu La Sociale, qui est quelqu'un qui a voué sa vie à la défense de la sécurité sociale et à réhabiliter aussi le nom d'Ambroise Croizat et toute son œuvre. Donc voilà, c'était juste pour apporter un petit témoignage, un petit hommage, tant il nous a beaucoup apporté et tant il nous manque terriblement vu les combats qu'on va devoir mener. Merci. On va du coup enchaîner les différents secteurs et puis ensuite... Alors il y avait des annonces qui avaient trait à, on va dire, à des formes d'élection, on va dire de forme, à des questions de méthode. L'idée qu'il y aurait une espèce de grande concertation rassemblant l'ensemble des acteurs, l'ensemble de la communauté éducative. Il dit que c'était vraiment une méthode nouvelle. Alors par rapport à ça et par rapport à l'expérience qu'on en a, en fait, je pense qu'on peut en dire deux choses sur les questions de méthode. D'abord, c'est que la concertation, en fait, en tant que syndicaliste, en fait, on est continuellement concerté, mais concerté jusqu'à l'épuisement. Hein, c'est-à-dire que la pratique à l'heure actuelle des ministères, des administrations publiques et des hauts fonctionnaires qui les composent, c'est de continuellement concerter les syndicalistes jusqu'à l'épuisement. Les organisations syndicales reçoivent continuellement des invitations, de manière toujours dans des délais les plus brefs, à venir participer à des réunions répétées, à être concertés sur tout sujet. Et ce que ça a pour effet, et parmi les premiers effets, on va dire, du mode de fonctionnement actuel et de ce type de fonctionnement autour de cette logique de concertation perpétuelle, hein, c'est de prendre au piège les syndicalistes, les organisations syndicales dans une espèce d'entre-soi avec les administrations publiques, avec le ministère, d'y consacrer une part du temps syndical considérable pour des gains qui sont quand même souvent assez limités. Hein, les textes évoluent à la marge, mais finalement, on passe un temps fou dans des réunions bilatérales, multilatérales, en visioconférence, en présentiel, à discuter avec des gens pour parler de virgule ou pour faire évoluer des textes simplement à la marge. Ensuite, sur ces questions de concertation et sur ces questions de méthode qui ont été annoncées par Macron par rapport aux réformes qu'il envisage sur l'éducation, ce qu'on peut dire, c'est que concertation, on a connu en particulier à l'université, hein, l'actualité des dernières années dans l'université publique, elle a été marquée en particulier par la loi dite de programmation de la recherche, hein, et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur, qui a été également l'occasion d'une gigantesque consultation et concertation de la communauté universitaire. Alors c'était extrêmement ouvert, il y avait un questionnaire auquel chacun et chacune pouvait répondre, y compris individuellement, et beaucoup de collègues, relativement, on va dire, confiants, confiantes,
légitimistes à l'égard du pouvoir ont répondu. On va dire, on fait état de la situation de l'université publique, des difficultés chroniques de la recherche publique, des recrutements de titulaires en baisse, une précarité endémique, des budgets structurels insuffisants, une espèce de logique d'appel à projet chronophage qui laisse finalement très peu de temps pour accomplir les missions d'enseignement et de recherche qui sont celles de l'université publique. Et de fait, à l'issue de ce grand moment de consultation et de concertation, eh bien, il y a eu des pré-rapports, des rapports préparatoires à cette loi de programmation de la recherche qui repartaient de ces points de départ affichés, qui étaient ressortis de la consultation. Et ces mêmes pré-rapports, de ce point de départ-là, amenaient à des préconisations qui étaient complètement contradictoires. Donc, cette logique de grande concertation de l'ensemble des acteurs extrêmement libres, extrêmement ouverts, on la connaît parce qu'on l'a pratiquée à l'université. C'est effectivement une façon de parer les projets les plus brutaux, les plus antisociaux, d'un vernis de participation démocratique. Donc ça, on va dire, sur les perspectives en termes du piège qui va s'ouvrir probablement assez rapidement si ces personnes obtiennent une majorité et mettent en œuvre leur programme, ça va être ça. Ça va être un premier moment d'ouverture, de consultation, de concertation. Venez, dites vraiment quelle est la situation dans vos lieux de travail. Et effectivement, je pense que pour des personnels qui sont en souffrance, avides de reconnaissance, c'est aussi une certaine façon de les recruter, de nous recruter chacun et chacune dans une logique de participation à la destruction de nos propres conditions de travail. Alors pour ce qui est du contenu de ce qui est annoncé, toujours dans son discours là, du 17 mars où Macron annonçait, on va dire, son projet pour l'école et pour l'éducation, on avait un projet qui en fait articule, alors c'est évidemment pas les mots qu'il a employés, mais précarisation, mise en concurrence des personnels les uns contre les autres et mise en concurrence des établissements. Et on passe, on va dire, de quelque chose qu'on connaît très bien, la précarisation, à des logiques qui sont assez nouvelles pour le coup, pour ce qui est en particulier de l'éducation nationale, autour de la mise en concurrence des établissements. Je vais y revenir. Je vais commencer par la logique de précarisation, qui est probablement une des logiques structurantes et les plus notables de la maternelle à l'université, et en particulier dans l'enseignement supérieur à la recherche, qui est déjà à l'heure actuelle le secteur le plus précarisé de toute la fonction publique d'État, avec près de 40% de collègues qui sont précaires contractuels, donc qui bénéficient d'un contrat, ce qui veut dire que ça ne compte même pas les dizaines de milliers de collègues vacataires. Et donc on a une précarité qui est installée, qui est structurelle, qui, depuis l'université où elle est massive, s'étend progressivement au lycée, au collège, aux écoles élémentaires et aux écoles maternelles. Et on a eu lors du dernier quinquennat un espèce de renversement de perspective sur la question de la précarité et le rapport entre recrutement de personnel titulaire et recrutement de personnel précaire, avec la loi de transformation de la fonction publique de 2019, dite loi du SOP, qui, d'une logique qui était une logique de fonction publique dans laquelle l'existence de la précarité demeurait de l'ordre de l'aberration ou du moins de la concession, à une logique de précarisation de droit de l'emploi public. Et donc ça a été, on va dire, parmi les inflexions significatives de la période récente, cette loi de transformation de la fonction publique, la systématisation du recours aux contrats précaires, ça fait partie des éléments les plus notables. Ça a commencé à être décliné, en particulier à nouveau dans l'enseignement supérieur et la recherche, toujours à travers cette loi dite de programmation de la recherche qui a généralisé le recours au contrat. Pour ce qui est du côté éducation nationale, là on est sur une logique un peu plus contradictoire. Ça a été évoqué dans le débat précédent, si c'est à propos de la couverture donnée par rapport de force à la situation des collègues à ESH. Les ESH, ce sont les accompagnants et accompagnantes d'élèves en situation de handicap. Là, la logique dans l'éducation nationale sur la question de la précarité, elle est un petit peu contradictoire parce que, avec effectivement le développement de la problématique de l'école inclusive, il y a un nombre tout à fait considérable, plusieurs dizaines de milliers d'accompagnants et accompagnantes d'élèves en situation de handicap qui ont été recrutés sur des contrats à l'origine exclusivement précaires. Et la logique de ces dernières années, ça a été davantage une forme de stabilisation
de ces précaires en CDI. Et donc c'est le cas de ces collègues précaires de l'éducation nationale, AESH ou AED, assistants et assistantes d'éducation. Et donc du côté de l'éducation nationale, on a d'un côté des précaires dont la situation tendrait à se stabiliser, et qui par ailleurs font partie des secteurs aujourd'hui, on va dire, les plus déterminés, les plus mobilisés, comme les luttes des dernières années l'ont démontré, et d'un autre côté une précarisation qui en vient, et c'est là à toucher davantage les catégories enseignantes, les personnels enseignants, qui historiquement étaient plus uniformément titulaires. En tout cas, ce qui a été frappant dans ce discours, dans ces annonces de Macron du 17 mars, c'était lorsqu'il indiquait de manière, alors pour le coup extrêmement ambiguë, au sujet de la revalorisation salariale individualisée qu'il promettait aux enseignants et aux enseignantes, que toutes les nouvelles embauches se feraient, je cite, sur la base de ce nouveau contrat. Alors contrat, ça peut être une figure de style, on parle d'un contrat, comme ça, un contrat au sens métaphorique, mais en fait contrat, ça suggère aussi possiblement, tout simplement, la perspective d'une fin du statut de titulaire dans la fonction publique. Et là, pour le coup, dans un scénario qui rappelle ce qui est advenu à nos collègues et camarades de la Poste et de la SNCF, on peut tout à fait désormais imaginer, à terme, alors plus ou moins court ou plus ou moins moyen, l'arrêt pur et simple du recrutement de titulaires, y compris chez les enseignants et chez les enseignantes, progressivement réduit à une existence minoritaire et poussée vers la sortie par une gestion de plus en plus brutale des carrières et des affectations. Donc ça, c'est le premier élément, c'est cette précarisation continue et susceptible de s'accélérer. Là, c'est pour ce qui touche, pour l'essentiel, les situations d'emploi des collègues travaillant dans l'éducation de la maternelle à l'université. Deuxième élément, et ça va avec la logique de précarisation, c'est la mise en concurrence sous l'effet, et ça c'est une logique qui est transversale à l'ensemble de la fonction publique, de l'augmentation dans la rémunération du volant indemnitaire par rapport au volant dit indiciaire. Le volant indiciaire, c'est le traitement perçu par les fonctionnaires, et le volant indemnitaire, c'est les primes qui sont touchées par ces mêmes personnes. Et la logique budgétaire ici au niveau de la fonction publique, ça a été de bloquer le traitement perçu par les fonctionnaires et les personnels assimilés, et de faire accroître cette part de primes qui ont la particularité d'être soit positionnées à des montants extrêmement différenciés, soit d'organiser la mise en concurrence des personnels les uns contre les autres. C'est le cas par exemple dans mon secteur dont je travaille à l'université, et à l'université avec un nouveau système de primes qui, on peut toucher, certains collègues vont toucher jusqu'à l'équivalent de plus de 2 SMIC par an, en plus simplement de primes, à condition évidemment de remplir certains dossiers. Et ce faisant, cette logique de mise en concurrence sous la forme de primes, elle a également partie liée à une autre logique, on va dire, qu'on pourrait dire de soumission à l'arbitraire hiérarchique, qui est une espèce de reféodalisation des relations de travail au sein de la fonction publique, contre ce qui avait été les acquis de la loi de 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi Le Pors, qui affirmait des principes de liberté des fonctionnaires et des personnels assimilés, qui sont progressivement évidemment réduits de fait par la mise en concurrence, par la précarisation et par la soumission à l'arbitraire hiérarchique pour obtenir ces primes et ces indemnités supplémentaires. Dernier élément de cette logique, c'est la mise en concurrence entre établissements. Et là, j'en reviens à nouveau à ce qu'évoquait Macron le 17 mars, lorsqu'il disait qu'il souhaitait donner plus de liberté pour les écoles et les établissements et mettre à disposition des parents les résultats de toutes les évaluations pour voir les résultats au niveau de la classe et de l'établissement. Alors, bon, double promesse et double menace pour ce qui est de l'école publique, puisque là, dans une logique qui est directement inspirée du modèle anglais de restructuration néolibérale de l'école publique, l'horizon d'égalité, je dis horizon d'égalité, je ne prétends pas que les services publics d'éducation soient égalitaires, mais en tout cas l'horizon d'égalité qui en orientait, on va dire, le principe, serait aboli au profit d'une mécanique inégalitaire de mise en concurrence continue des écoles et des établissements pour l'obtention de financement qu'on pourrait imaginer à terme indexé sur le projet d'établissement, sur les résultats obtenus aux évaluations. À nouveau, c'est un modèle, ça existe. C'est le cas, c'est le fonctionnement, c'est ce que je disais du système scolaire britannique, en particulier anglais,
que d'indexer les financements sur des résultats obtenus des évaluations. Et c'est clairement ce vers quoi les promesses et les menaces affichées par Macron le 17 mars tendent. Et de fait, il y a tout un ensemble de dispositifs déjà existants au niveau de l'enseignement secondaire en particulier, qui ont été mis en place au fil des années, qui ont l'air comme ça tout à fait anodins, complètement inoffensifs, accompagnement personnalisé, enseignement pratique interdisciplinaire, enseignement spécialité au lycée, voilà, si vous avez des enfants, des frères, des sœurs, vous voyez de quoi il est question. Mais des dispositifs dont on voit très bien comment ils peuvent servir à la mise en concurrence des établissements les uns contre les autres, mais dont les effets sont pour l'instant relativement limités, parce que précisément, les financements des établissements, leurs budgets ne sont pas indexés sur leurs résultats à des évaluations ou sur l'évaluation que pourraient en produire les parents des organismes évaluateurs indépendants. Et je pense que ce qu'il faut comprendre dans cette logique qui affiche liberté et autonomie pour les établissements et pour les équipes pédagogiques, les enseignants et les enseignantes en particulier, c'est que l'abandon du cadre national de la formation et du diplôme n'est en aucun cas le prélude ou la condition de possibilité d'une espèce de fleurissement de projets pédagogiques émancipateurs. Parce que c'est un peu ça qui est vendu, c'est que vous allez être libre vraiment d'imaginer le projet d'école que vous voulez. Ça, on a l'expérience de cette logique d'appel à projet également dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est que la prétendue autonomie en régime néolibéral, c'est une espèce de course perpétuelle au financement qui a également pour corollaire la soumission à des appels à projets qui dictent finalement des façons de fonctionner, des contenus d'enseignement ou des contenus scientifiques pour ce qui est de l'enseignement supérieur et de la recherche publique. Et pour finir, il me semble que ce qu'il y a par derrière, alors pour le coup là de manière relativement encore distante au niveau de l'éducation nationale, qui est sur un modèle encore assez divergent, mais il y a quelque chose de manière beaucoup plus immédiate pour ce qui est de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison des réformes qui se succèdent depuis les années 2000. Ce qu'il y a, on va dire, au terme de cette trajectoire, c'est la transformation du secteur de l'éducation, de la maternelle à l'université, sinon vers une forme de privatisation pure et simple, laquelle pourra toujours advenir dans un temps ultérieur, mais du moins la transformation des écoles et des établissements en des prestataires de services, au point de les rendre qualitativement indifférenciables des structures privées. C'est une logique qui est déjà extrêmement avancée dans l'enseignement supérieur et la recherche, puisque dans un même moment, autour de 2018-2019, il y a toute une série de réformes qui ont été engagées dans l'enseignement supérieur et la recherche qui avaient à la fois pour effet d'abolir l'accès de droit aux études supérieures dans la filière de son choix, ça c'était la loi ORE, le dispositif Parcoursup. À ce moment-là, les futurs étudiants et étudiantes et les formations qui devaient les accueillir entraient dans une logique d'équilibre de l'offre et de la demande, et les établissements étaient encouragés, ça c'est des programmes dits Bienvenue en France, à voir dans les étudiants et les étudiantes, en commençant par les étudiants et étudiantes extra-communautaires, des sources de revenus qu'il faudrait attirer, fidéliser, et auxquelles on va proposer des formations dites d'excellence qui sont surtout payantes et qui permettent de financer des établissements exempts. Et cette logique, qui fonctionne déjà pour partie, j'allais dire pour partie seulement pour l'instant dans l'enseignement supérieur et la recherche, elle est mortifère parce qu'une fois abandonnée la logique de l'accès gratuit et de droit à un service public, plus rien ne distingue en droit les études supérieures menées dans un établissement public de celles menées dans un établissement privé. Plus rien ne justifie donc le financement public de telles études supérieures. Plus rien n'interdit de faire payer le prix fort des études aux usagers et aux usagères devenus des clients. Et plus rien ne protège l'enseignement supérieur public de la concurrence low cost de l'enseignement supérieur privé. Donc ça, c'est la logique et c'est la trajectoire. Pour ce qui est de l'université publique, elle est dans une situation qu'on peut dire déjà critique. Elle est proche, probablement d'un point de bascule, possiblement irréversible, vers ce statut de prestataire de services en concurrence les uns contre les autres, en concurrence avec l'offre low cost du privé. Pour ce qui est de l'éducation nationale, on est encore plus loin pour l'instant, mais il est probable que les 5 prochaines années seront décisives et relativement critiques de ce point de vue. Et j'ai fini.
c'était important pour nous aussi d'avoir Cécile sur le champ des minima sociaux et du chômage, parce que souvent un parent pauvre des mobilisations sociales, non pas des mots d'ordre que l'on va retrouver dans telle ou telle organisation syndicale qui prennent en compte la question des demandeurs d'emploi, mais en tout cas dans l'appropriation collective de tout un chacun des problématiques liées au chômage ou aux minima sociaux. C'est pas tous les matins qu'on a des manifestations de chômeurs ou de RSA dans le pays. Et pour autant, et c'est difficile aussi de les connecter au reste des revendications des salariés ou des fonctionnaires, pour autant c'est un enjeu, et on va le voir, qui est une forme aussi de déclinaison des différentes autres attaques. Et du coup, je vais laisser la parole à Cécile pour nous en parler. Oui, très clairement, on n'a pas vu beaucoup de mobilisation contre la réforme de l'assurance chômage, qui a été quand même un vrai massacre de ce premier quinquennat, et ce qui infuse énormément dans les discours politiques, médiatiques, c'est que les chômeurs, c'est des grosses feignasses, c'est bon, du boulot, il y en a, c'est pas compliqué, qui partent aux Bahamas, qui ont des allocations chômage absolument révoltantes. Et du coup, on oppose vachement les demandeurs d'emploi avec les travailleurs qui, vous vous rendez compte, vous vous levez le matin pour aller bosser, et eux, ils se lèvent pas, et c'est génial leur vie. Alors qu'en fait, non, leur vie, elle n'est pas du tout géniale. Il y a un truc qui m'a vachement frappé au débat de l'entre-deux tours entre Macron et Le Pen, c'est que, bon, déjà, ils n'ont pas parlé chômage. Enfin, ça, j'étais pas hyper surprise. Parce que de toute façon, Marine Le Pen, dans son programme, je crois que l'occurrence, j'avais regardé l'occurrence du mot chômage, elle arrivait 3 fois, mais elle proposait rien. Et Macron, il en parle un peu dans son programme, mais comme tu l'as dit, c'est hyper flou, et on le sait bien, quand c'est flou, il y a un loup, et surtout quand on voit ce qui s'est passé pendant 5 ans, on va y revenir. Bref, ils ont quand même à un moment donné parlé de chômage, donc je me suis dit, waouh, super, je suis attentive. En fait, Marine Le Pen, à ce moment-là, elle est venue le chercher en lui disant, ouais, de toute façon, les chiffres de tous les mois de Pôle emploi, enfin maintenant c'est tous les trimestres d'ailleurs, c'est plus tous les mois. Avant, on avait des chiffres publiés tous les mois de la DARES. Et Muriel Pénicaud, quand elle est arrivée, elle a décidé que non, il ne fallait plus faire ça, parce que c'était trop volatile, c'est ce qu'elle a dit. Et que maintenant, on donnait les chiffres au sens de l'INSEE, du Bureau international du travail, qui ne sont pas tout à fait les mêmes chiffres. Ça ne répond pas aux mêmes questions pour avoir ces chiffres-là que ceux de Pôle emploi, qui sont vraiment une photographie du nombre d'inscrits à Pôle emploi et dans quelle catégorie. Bref, j'en viens à ce que je voulais dire. Elle l'ambiance sur le chômage en lui disant que de toute façon, les chiffres qu'on entend tous les trimestres, c'est pas les vrais chiffres parce que ça parle que d'une seule catégorie. Elle n'avait pas l'air de vraiment savoir de quoi elle parlait, mais bon, au moins elle dit ça. Et là, il lui a répondu, alors je sais plus exactement en quels termes, mais en gros, il lui a répondu que les autres catégories, on s'en fout. Enfin, moi, je l'ai vraiment reçu comme ça, genre ouais, mais parce que la A, c'est la catégorie qui regroupe les personnes qui ont été sans aucune activité le mois précédent. Ensuite, vous avez la B et la C, qui regroupent des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, mais qui sont des travailleurs précaires. C'est des gens qui, c'est des gens qui alternent des petits boulots et du chômage, et qui perçoivent parfois des allocations chômage pour compenser, parfois pas. Et lui, en gros, vraiment, il a balayé. D'ailleurs, je crois qu'elle lui a dit, ah bah c'est sympa pour eux, parce que vraiment, c'était genre, non, mais eux, on s'en fout. Sauf que moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est que c'est ces gens-là, les catégories B et C, qui ont le plus été massacrés par la réforme de l'assurance chômage. Qu'il a instauré péniblement, mais qu'il a quand même réussi en passant en force à instaurer. Elle a vécu une vie compliquée, cette réforme, on pourra en parler après si vous voulez, mais elle a fini par passer et c'est un véritable massacre. Ensuite, je voulais juste rebondir par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure, juste pour donner un exemple sur la manière dont sont traités les demandeurs d'emploi et au final qui méritent bien leur sort et sur qui il faut bien taper parce qu'il faut aller bosser. La fraude, c'était 3 ans, tu disais toi tout à l'heure, la prescription, pardon. Oui, cotisation sociale. Prescription, cotisation sociale, c'est 3 ans. La fraude à Pôle emploi, c'est 10 ans, prescription. Alors, je l'ai noté parce que je me suis dit, voilà, là on est pile dans le sujet, c'est quand même pas du tout la même chose, c'est-à-dire qu'on peut venir vous chercher pendant 10 ans pour vous dire que vous avez fraudé. C'est quand même long, 10 ans. Et je voulais aussi rebondir sur l'aspect des cotisations sociales, puisque ça, c'est quand même, malheureusement, on en a souvent parlé avec Stéphane, quelque chose qui est complètement passé inaperçu pendant le premier quinquennat de Macron. C'est qu'on a souvent entendu des gens dire, et on l'entend encore, des gens dire non, mais de toute façon,
moi, mon droit au chômage, mes allocations chômage, j'y ai droit parce que j'ai cotisé. Eh ben non, plus maintenant, parce que c'est un des premiers trucs qui a été fait sous le premier quinquennat, c'est que 2018, les cotisations sociales, elles ont été remplacées par un prélèvement, la CSG. Donc maintenant, c'est un impôt. Donc maintenant, ils peuvent très bien dire, non mais attendez, maintenant, nous, on fait ce qu'on veut avec vos allocations chômage, en fait. Maintenant, de dire, alors en plus, la réforme de l'assurance chômage est passée par là. Avant, on pouvait dire, j'ai travaillé un jour, j'ai le droit à un jour de chômage. Là, c'est terminé. Et en plus, maintenant, vu que c'est l'impôt qui a remplacé ça, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui se profile. Effectivement, on n'a vraiment pas beaucoup d'infos et de détails. Et nous, on est allé les chercher un peu, enfin, on a essayé d'aller les chercher pendant cette campagne qui était quand même une campagne très bizarre. Enfin, voilà, vous avez toutes et tous vécu sans doute comme ça aussi. C'était pas une vraie campagne. Enfin, en tout cas, Macron n'a pas fait campagne. Et nous, on n'arrivait pas à avoir d'infos sur ce qu'il voulait faire. Mais ce qui semble se profiler parmi d'autres choses, en tout cas sur le volet assurance chômage, c'est indexer le montant et la durée des allocations chômage selon le climat économique du moment. Et là, on est pile... Du coup, voilà, les gens vont peut-être se soulever en disant « Bah non, on a cotisé !» Bah non, vous n'avez pas cotisé, donc en fait, on fait ce qu'on veut. Et ça a déjà été fait, en fait. On en avait discuté aussi, on l'a senti venir quand, en fin d'année dernière, quand ils ont balancé leur fameux clause de retour à meilleure fortune, pour pouvoir faire appliquer certains volets de la réforme de l'assurance chômage qui n'avaient pas encore été appliqués, parce que quand même, il y avait le Covid, il ne fallait pas trop taper fort. Et donc ils avaient dit ok, donc ça et ça, on l'appliquera quand ça ira mieux en France, quand la situation économique sera un peu réglée. Et du coup, ils avaient mis au point tout un tas d'indicateurs qui permettaient de dire ça y est, aujourd'hui on peut dire qu'on est revenu à meilleure fortune. Et donc on peut balancer nos points de la réforme. Et c'est exactement ce qui semble se profiler, en tout cas pour le quinquennat qui arrive. C'est de dire, alors on a essayé de savoir, est-ce que ça sera des montants, est-ce que ce sera des durées. Les dernières infos qu'on avait pu avoir, mais qui sont encore une fois très floues, c'était que c'était les deux. Donc clairement, si le pays va bien, c'est la flexi-sécurité, quoi. Si le pays va bien, il n'y a aucune raison que vous ayez droit à 2 ans de chômage et à un montant qui est calculé par Pôle emploi. Mais du coup, comme ça va très bien et qu'il y a plein de boulot, non. On va vous enlever un peu de durée, on va vous enlever un peu de montant, et puis maintenant, on va bosser. C'est ce qui se profile et c'est super inquiétant. C'est vraiment super inquiétant, mais encore une fois, voilà, on n'a pas plus de détails que ça, mais ça a quand même été clairement dit. Et il n'arrête pas de dire qu'il veut faire une nouvelle réforme de l'assurance chômage, et à mon avis, je pense qu'il y a ça. Et après, il y a aussi, de toute façon, je pense que, en tout cas moi, dans la matière qui me préoccupe, il y a quand même une phrase et c'est pas un hasard parce qu'il l'a répété plusieurs fois et ça vous a peut-être interpellé aussi. Il a quand même dit à plusieurs reprises que les devoirs passaient avant les droits. Et ça, on est pile dans le sujet. Enfin, c'est un filet de sécurité, ok, mais en échange d'une plus grande responsabilisation de l'individu. Et ça, il avait commencé, je crois qu'il l'avait dit la première fois en 2021 ou peut-être avant, mais en tout cas il l'a redit entre-temps. Les devoirs avant les droits. Là, on est quand même sur un truc bien éloigné de l'état social et c'est super, super, super inquiétant. D'ailleurs, ça rejoint sans doute cette idée de faire travailler... là, c'est pareil sur le RSA, les 15 à 20 heures d'activité. C'est vraiment pas clair, surtout que pendant la campagne, il y en a qui ont dit « Non, il ne s'agit pas du tout de ça, on ne va pas faire bosser les gens pour rien. » Après, il y a eu d'autres voix qui disaient « Si, c'est ce qu'on va faire. » C'est vraiment pas clair, mais ça sent pas bon. Clairement, ça sent pas bon. Et là, on est encore malheureusement sur des pans entiers de la population qui ne se défendent pas, qui sont silencieux et qui ne sont pas beaucoup défendus. Et c'est très très inquiétant ce qui se profile. Alors ce qui est marrant, avec plein de guillemets, c'est que cette condition, peut-être pour avoir le RSA, elle nous est vendue avec un joli petit paquet cadeau, c'est le prélèvement, pas le prélèvement, les aides la distribution, merci, des aides sociales à la source. Alors ça, c'est le en même temps.
C'est ok, on va faire bosser les gens en RSA, mais en même temps, vous allez voir, ça va être génial. Ça va être vachement plus simple. Les aides sociales seront versées à la source. Alors sur le papier, nous on avait fait des articles là-dessus, on avait interrogé pas mal de gens là-dessus. Sur le papier, c'est une super idée, c'est vrai. Franchement, si ça peut éviter le non-recours au droit qu'on n'arrive pas à mesurer en France malheureusement. D'ailleurs, je crois qu'il y a un rapport qui a été bloqué par le ministère du Travail sur le non-recours au droit. C'est bizarre quand même, parce que alors, par contre les rapports sur les profiteurs, ça envoie bien. Mais c'est quelque chose qu'on ne mesure pas vraiment, mais on sait que ça existe. Il y a plein de gens qui ne vont pas réclamer les droits qui leur sont dus en termes d'allocation chômage, en termes de RSA, parfois parce qu'ils ne sont pas au courant, parfois parce que c'est trop honteux. Moi, j'ai rencontré des gens qui ne voulaient pas le faire parce qu'être au RSA, c'est trop honteux. J'ai rencontré des gens qui ne voulaient pas prétendre à leurs allocations chômage parce que c'est trop compliqué avec Pôle emploi. C'était des comment ça s'appelle j'ai plus le mot, pardon, ça va me revenir. C'était une catégorie de la population qui, pour le coup, du coup, est tout le temps en train de jongler entre plusieurs contrats et qui s'occupe des enfants. Le mot ne me revient pas. Voilà, assistante maternelle, pardon. Je suis très fatiguée de cette journée et de cette séquence présidentielle. Donc, mais plus, oui, des assistantes maternelles, voilà. Qui me disaient, non mais moi je ne réclame pas mes allocations chômage parce que de toute façon c'est toujours le bordel et on va toujours me les réclamer derrière et je comprends rien et j'ai des trop perçus et voilà. Donc le non-recours au droit, ça existe, ça n'est pas mesuré mais ça existe. Et donc là on nous sort le joli paquet cadeau de vous allez voir, ça va être super, ça va être versé à la source, comme ça personne ne sera lésé, il n'y aura pas besoin de demander, etc. Moi ça me fait penser à la manière dont la réforme de l'assurance chômage avait été vendue il y a 5 ans. C'était ok, on va faire un gros massacre sur les précaires, mais en même temps, on va ouvrir le chômage aux indépendants et aux démissionnaires. Sauf que vous regardez les chiffres, enfin, je crois qu'il y a quelques milliers de personnes qui ont bénéficié de l'ouverture, mais c'était vraiment vendu à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était sur les plateaux, c'était vraiment ça, c'était le en même temps, quoi. Ça va être génial, c'est ce qu'il avait vendu. Je veux que pendant 5 ans, au cours de sa carrière, tout le monde ait le droit à un moment donné à faire son choix, à choisir son avenir professionnel et à avoir droit à des allocations chômage pour démissionner ou se lancer comme indépendant. Sauf que ça n'a concerné quasiment personne. Alors, ok, il y a eu le Covid, mais il n'y a pas eu que ça. C'est juste que c'était un énorme bousin en fait pour pouvoir monter un dossier, pour pouvoir bénéficier d'allocations chômage en cas de démission. Enfin, il y a plein de gens qui se sont jetés sur le truc en pensant que c'était open bar, sauf qu'en fait pas du tout. Il fallait monter un dossier, un truc, enfin, c'était très complexe. Et ça, la distribution à la source, ça ressemble un peu à ça, en tout cas sur le papier. Ça pose plein de questions, j'en avais noté quelques-unes. Déjà comment on va réagir. Ok, on va distribuer à la source, mais comment on réagit selon la volatilité des situations, parce que nos situations, elles changent. Comment on fait vis-à-vis de la conjugalisation des aides, puisque dans ce pays, il y a quand même pas mal d'aides qui sont liées à ce que fait votre compagnon, votre compagne. C'était le grand débat de l'allocation adulte handicapé, qui n'est pas déconjugalisée. Et donc comment on fait pour les personnes qui sont en union libre, donc du coup les impôts n'ont pas l'info, parce que ça passerait par les impôts, toutes les infos sans doute, mais comment elles font du coup pour savoir vous êtes en couple, vous n'êtes pas en couple, on va venir vérifier votre brosse à dents, comme on le fait avec les surveillances des couples où il y a un étranger ou une étrangère. Les gens qui n'ont pas d'enfants, comment la CAF les retrouve, enfin ça va poser plein de questions, donc ça... Encore une fois, sur le papier, ça paraît très joli, mais moi, ça me fait penser à ça avec l'assurance chômage. C'est très joli, mais en fait, soit ça va pas se faire, soit ça va être trop compliqué, soit ça va être le bordel, soit... Enfin, voilà. Peut-être que je suis trop pessimiste. Peut-être qu'autour de cette table, on l'est trop, je sais pas, mais c'est... Voilà. Alors que imposer aux gens qui sont au RSA d'aller bosser 15 à 20 heures, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va être plus facile. Et le dernier point, c'est effectivement France Travail. Ça vous a fait rire tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas si c'est ça qui vous a fait rire, mais j'ai entendu que ça riait. Effectivement, le mot France Travail, quand il nous a sorti ça, on va remplacer Pôle emploi par France Travail. Alors moi, j'ai appelé toutes mes sources à Pôle emploi qui hallucinaient totalement. Il y en a plein qui m'ont dit c'est France Travail, Famille, Patrie, tous, ils m'ont tous dit ça. Et ce qui m'a été dit à plein de reprises, et c'est très intéressant, c'est qu'il y a un glissement sémantique.
Il y a vraiment un glissement sémantique. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui bosse dans l'émission locale qui m'a parlé de ça. Parce qu'en fait, l'idée de France Travail, encore une fois, c'est hyper flou, hein. On n'en sait pas beaucoup plus, mais l'idée, ce serait de faire une espèce de guichet unique avec tous les acteurs du service public de l'emploi. Donc l'idée, sans doute, ce serait de faire cette fameuse fusion que Muriel Pénicaud n'a pas réussi à faire, des missions locales avec Pôle emploi. Alors elle n'a pas réussi à le faire parce qu'il y a eu une forte opposition, c'était 2017-2018 je crois, 2019. Il y a eu une assez forte opposition au sein des missions locales. Déjà en premier lieu parce que souvent elles sont présidées par des élus et que les élus, c'est la bonne occasion d'être sur la photo et puis d'être en lien avec tout le tissu économique local, etc. Donc ça les arrangeait pas trop. Et puis il y a eu aussi une opposition au sein des missions locales. Sauf que là, la personne avec qui j'ai discuté, qui fait partie de la CGT des missions locales, me disait que la résistance sera sans doute moins forte aujourd'hui au niveau des missions locales parce qu'il y a une grosse perte de sens, parce qu'il y a une grande disparité sur la manière dont les gens sont payés, sur la manière dont les gens ont des droits. Selon que vous travaillez dans telle ou telle mission locale ou dans tel ou tel département, il y en a qui ont des tickets resto, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui aussi, il y en a qui n'en ont pas. Donc, et du coup, il me disait qu'il y aurait peut-être un peu moins de résistance. Mais l'idée, ce serait ça, de faire un guichet unique. On a vu ce que ça a donné le guichet unique quand Pôle emploi est né avec la fusion ANPE-ACDIC. Ça a coûté très cher, ne serait-ce qu'en logo. Et ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de sources m'ont dit. C'est OK, c'est encore un logo qui va coûter une fortune pour... voilà. Et le glissement sémantique. Il y a des années de ça, on parlait de métier. Puis après, on a parlé d'emploi, Pôle emploi. Et maintenant, on va parler de travail. Ça n'a plus du tout la même valeur. Ça sous-entend, d'après tous ces gens que j'ai interrogés, que maintenant, de toute façon, et ça rejoint un peu l'idéologie macroniste, hein, c'est que finalement, ce qui compte aujourd'hui, c'est que vous ayez un boulot, que vous touchiez pas trop d'aide ou pas du tout, et finalement, peu importe le boulot, vous avez envie de faire un boulot qui vous éclate. Non, c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est que vous bossiez en fait. Et c'est vrai que ce glissement sémantique, il y en a plein qui l'ont relevé et il est un peu flippant en fait. Donc pareil, on ne sait pas grand-chose de ce qu'il y a derrière, à part cette potentielle fusion, mais quelle forme elle prendrait, on n'en sait rien. Quel est le calendrier, on n'en sait rien. Mais ne serait-ce qu'effectivement le nom France Travail, qui a quand même pas été choisi au hasard, la sémantique est un peu flippante. Et le dernier truc que je voulais dire, mais là pour le coup, c'est pas tellement dans les projets de Macron, mais je pense que c'est un sujet qui va monter à mon avis dans les semaines et les mois qui viennent, et sur lequel j'avais envie juste de jeter ça au milieu de la pièce, c'est sur les salaires. Puisque j'avais envie d'en parler parce que j'ai vu un tweet d'Elisabeth Borne qui dit vous avez vu, c'est génial, le SMIC a encore augmenté, on est trop fort. Sauf que, alors c'est vrai, c'est la 3e augmentation automatique du SMIC depuis octobre, à partir d'aujourd'hui. Il y en aura sans doute une en juillet, mais ils n'ont rien à voir là-dedans en fait. C'est automatique, c'est la loi. C'est-à-dire que l'inflation explose, donc le SMIC augmente. Donc ça, c'est important de le dire. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est juste de la com à pas cher de dire « Vous avez vu, on est trop géniaux ». Bah non, en fait, vous n'avez rien fait. Et ce qui est intéressant avec cette hausse, cette revalorisation automatique du SMIC, et j'en parle parce que c'est un sujet qui m'intéresse vachement en ce moment, c'est dans les branches, dans les secteurs d'activité qui ont des minima. Vous savez, dans les branches, il y a des grilles de salaire avec des échelons, des bas échelons et des hauts échelons. Et en fait, il y a plein de branches maintenant. Alors, il y a eu plein de chiffres qui ont été brandis. Ouais, 144 maintenant. Enfin, c'est plus de la moitié, en tout cas, des branches professionnelles maintenant en France qui, du coup, se retrouvent avec des échelons en dessous du SMIC. La Sécu. Comment ? La Sécu. Ouais. Et du coup, déjà, ça met un bazar pas possible dans les négociations actuelles sur les salaires, parce qu'en ce moment, il y a plein de négociations annuelles obligatoires. Moi, j'avais fait un article il n'y a pas longtemps dans le secteur des services à la personne, où là, pour le coup, les grilles, elles sont complètement écrasées. Et en fait, ils n'arrivent pas à avancer dans les négos, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur un truc, bim, le SMIC réaugmente. Du coup, les grilles qui avaient été décidées, elles retombent. Et en fait, ils sentent bien que ça va être sans fin et que c'est compliqué. Et la dernière chose, et après, c'est promis, je m'arrête. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a le droit d'être... Enfin, on ne peut pas être payé en dessous du salaire minimum. C'est impossible. En revanche, pour tous ces gens-là qui se retrouvent dans des grilles, alors le SMIC augmente et du coup, les grilles, elles s'écartent, elles s'écrasent.
Et en fait, c'est des gens qui vont être condamnés à être au SMIC, en fait. Parce que ça n'arriveront jamais à rattraper et à arriver sur des échelons qui sont au-dessus et à pouvoir un jour espérer être au-dessus du SMIC. Et ça, c'est un sujet, à mon avis, qui va vraiment être fort. Tu peux me tromper, hein, mais je pense que ça va être un sujet fort dans les semaines et dans les mois à venir. Et j'attends de voir un peu comment va se positionner le futur gouvernement là-dessus. Là, en tout cas, en début d'année 2022 et en fin d'année 2021, la seule chose que faisait la ministre du Travail, c'était d'aller dire aux branches « Bon, ça suffit maintenant, hein, il faut augmenter. Faut y aller, faut augmenter les gens. » Voilà. Et c'est tout, quoi. Rien de plus. Donc c'est un sujet qui va être intéressant à regarder. Voilà, j'ai fini.